L'humandisme est une espèce de culte de semaine qui peut survivre à la recherche du bonheur à trouver dans autrui, qui peut survivre à tout ce qu'on appelle les illusions. C'est le plaisir d'étonner et la satisfaction orgueilleuse de ne jamais être étonné. Son idéal se résume en quelques mots, être quelqu'un plutôt que faire quelque chose. Alors, s'il consent à poser pour la postérité, il veut que sa vie soit comme celle de Gatsby le Magnifique, une série ininterrompue de gestes réussis. Dilapidant ses dons avec une fastueuse insouciance, payant ses dettes en molle esprit et se faisant tout pardonner par une cocasserie à laquelle nul ne résiste. Maître dans l'art des répliques ambiguës destinées à satisfaire les questions qu'il n'a pas entendues. Il a conclu que la légèreté est encore la seule façon de parler des choses graves et sérieuses. Alors, pas de colloque, mais une érudition à la légère, un savoir qui a picoré dans les bas-côtés de la culture universitaire, beaucoup les anciens et un peu les modernes, une culture baladeuse et voyageuse, jamais cafardeuse. Et comme disait Blanchot, il faut être superficiel pour ne pas manquer à la sincérité, grande vertu qui demande aussi du courage. Nelson Montfort, bonsoir. Bonsoir Simon. Alors, bonsoir. Je suis surpris par votre changement de ton, de voix. Voilà, tout est faux. Là, vous revenez à votre voix normale. De poissonnier. Non, pas de Fort des Halles. C'est pas ce que je voulais dire. Non, pas du tout. Non. J'ai quitté. Je sens qu'on va passer un bon moment. Alors, vous avez déclaré qu'une interview peut être réussie ou ratée avant même la première question. C'est une manière d'aborder la personne, une manière de lui faire sentir qu'elle est la bienvenue. Alors, oui, est-ce que tout est déjà flingué? Comment? Tout est déjà flingué, là? Non, je pense que c'est vrai que quand vous pensez... Bon, il m'est arrivé d'avoir des sportifs, des artistes, des musiciens, enfin des gens, des hommes politiques, et pas n'importe lesquels à mon micro. Et je sais, avant, si ça va bien ou mal se passer. Et à quoi vous voyez? Un regard, à une forme de se sentir le bienvenu, si ça n'ennuie pas, etc. Je sens, bon, l'expérience en plus m'a appris à sentir ce genre de choses. Par exemple, aujourd'hui, et je ne dis pas pour vous faire plaisir, mais je suis à peu près sûr que ça va bien se passer. Oui. Parce qu'il y a eu une bonne, enfin je me trompe peut-être. Comme dirait un célèbre film, le plus dur est derrière toi. Mais vous... Ça sera coupé au montage. Mais alors, non, vous avez un exemple d'homme politique avec qui le courant n'est pas du tout passé? Non, parce que justement, je m'abstiens. Non, parce que je m'abstiens de faire l'interview. Vous êtes abstinent. Je ne viens pas... On m'avait prévenu, mais là, je ne viens pas avec le micro comme ça pour le... Non, je lui demande avant s'il souhaite faire, et je vais vous dire, je sens un peu les choses, et je sens si ça va bien se passer ou moins bien se passer. Avec un ancien président du Sénat, ça ne s'était pas très bien passé, mais en revanche, je vais vous dire, de manière générale, avec les plus importants, ça se passe plutôt bien. Et d'ailleurs, ça, c'est une leçon pour la vie. Est-ce que ce n'est pas une leçon? Moi, j'ai remarqué chez les invités que les vraies stars sont adorables. Exactement. Alors que les demi-stars veulent faire croire qu'elles sont des stars et donc sont odieuses pour montrer qu'elles sont des stars. Vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, en plus, il y a l'entourage. C'est pour ça que vous êtes odieux. Merci. Il y a l'entourage. Vous constatez que je suis venu seul ici. Oui. Vous m'avez demandé si je venais avec une ribambelle d'attachés de presse. Non, je viens seul et je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça. J'ai souvent remarqué que l'entourage était plutôt fait pour éloigner que pour rapprocher. Et en politique particulièrement. Vous savez, pardon, je ne vais pas faire trop long, mais il est rare de voir des hommes politiques ou femmes politiques se déplacer seuls. Et en général, ils viennent avec une cohorte de conseillers, sans parler de garde du corps, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai en moi. Voilà, et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Les plus grands sont souvent les plus simples. Alors maintenant, on va parler de vie. Et on va commencer par cet hiver 83. C'était en Haute-Savoie. Alors, c'était exceptionnel. Vous étiez avec votre femme, qui vous... Elle a bien de la chance. Oui, elle a bien de la chance. Elle a bien du mérite. D'ailleurs, entre parenthèses, nous nous sommes rencontrés à Sciences Po. Ah! Nous nous sommes rencontrés à Sciences Po.
puisque nous sommes ici Mais ce soir parce pour que célébrer. depuis que je reçois Jean-Marie Bigard et Clara Morgan, les gens de Sciences Po se disent est-ce qu'on est vraiment radio Sciences Po? Je confirme qu'on est Non, radio Sciences Po. nous sommes oui, tous oui. les deux diplômés de Sciences Po et je crois qu'on peut dire que c'est une très belle histoire d'amour, surtout par les temps qui courent où tout le monde, où en général les liaisons ne durent pas plus de quelques mois pour la plupart du temps, surtout dans mon métier. Donc voilà, je suis heureux de lui rendre hommage parce qu'elle le mérite et c'est vrai qu'elle a parfois bien du mérite à être avec, comme on dit, quelqu'un de l'audiovisuel. Bon, Alors, je de n'insisterai pas. l'audiovisuel. C'est joli, c'est joli. Vous êtes en forme ce soir. Alors, c'est vrai. vous voyez, hiver 83, vous en avez Oui. fait un bouquin. Vous voyez un objet horizontal très lumineux Oui. qui est, vous dites, c'était une sorte de, vous êtes dans les Alpes, objet extrêmement brillant, rectangulaire, silencieux, Oui. qui ne fait pas de bruit de moteur, obliqué à 45 degrés et qui s'est enfui à une vitesse vertigineuse dans le ciel. C'est On exact. dirait une sans- description de film porno. C'était. C'est c'est difficile d'enchaîner. Objet horizontal très lumineux. Très lumineux, effectivement, et Ouais. qui. Écoutez, je prends à témoin le public de qualité qui est ici ce soir. Qu'est-ce que vous diriez si vous voyez effectivement un objet horizontal très très lumineux, totalement silencieux? Ça, c'est à. Enfin, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais ça, ce sont des témoignages qui sont extrêmement, extrêmement nombreux. Totalement silencieux. Il n'y a pas de bruit de moteur ou de choses comme ça. Et qui, effectivement, au bout de quelques secondes de vue, oscille comme ça à 45 degrés et s'enfuit, effectivement, à une vitesse vertigineuse. Ce n'est pas un avion, ce n'est pas un hélicoptère, ce n'est pas une comète, ce n'est rien de tout ça. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est effectivement ce qu'on appelle un objet volant que je n'ai pas identifié. Mais vous avez fait un livre 40 ans après. C'est exact parce que je pense qu'on m'aurait pris un rigolo. Je pense qu'on m'a pris pour un rigolo. Et puis disons que bon, aujourd'hui, ma modestie du-t-elle en souffrir. Je pense que j'ai une notoriété qui me permet d'écrire ce genre de livre sans qu'on me prenne pour un hurluberlu. Et Je veux c'est dire, votre goût pour les je ne ovnis bois qui vous pas. a- Non, parce que je sais ce qu'on peut dire. Vous savez, on dit ouais, on a une soirée bien arrosée, etc. Je me demandais, Non, est-ce que c'est votre goût pour les ovnis qui vous a amené à rencontrer Philippe Andelro? elle est jolie. Peut-être un peu. En tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que mon livre a eu un succès d'estime, enfin un succès quand même. On a vendu 10 000 exemplaires, ce qui en littérature, comme vous le savez, n'est pas si mal. Et c'est un livre qui s'appelle donc OVNI, sommes-nous seuls, aux éditions Michel Lafon, où il y a des témoignages beaucoup plus forts que le mien, mais des témoignages très forts, des témoignages d'astronautes de la NASA dans leur circonvolution autour de la Lune. C'est des gens qui n'ont aucun intérêt à dire ça ou passer pour des illuminés. Donc voilà, je pense aujourd'hui, sinon je n'aurais pas. Évidemment, si je pose la question OVNI, sommes-nous seuls? Si la réponse est oui, il n'y aurait pas de livre. Donc effectivement, je ne pense pas que nous soyons seuls et j'explique pourquoi dans ce livre. Et d'ailleurs, il y a le message envoyé aux ovnis, parce que je crois que c'était dans les années 90. L'Europe avait fait un message C'est exact. que tout le monde pourrait comprendre. Qu'est-ce que ça représente? Alors, dans ce message, il y a donc l'homme, la femme, il y a la création avec Adam et Ève, il y a de la musique, c'est une forme de... Non, mais je ne plaisante pas, c'est Hervé une forme de Villard disque... comment? Hervé Villard. Non, il n'y a pas de Hervé Villard. C'est une sorte de disque qui est effectivement dans l'espace, dans le cosmos, et où il y a tout ça. Et alors, il y a également une musique, puisque nous sommes humains, et donc ça va faire plaisir à l'une de vos spectatrices ici ce soir. Il y a une musique, et pas n'importe quelle musique, puisqu'il y a le 23e concerto de Mozart. Donc voilà, oui, on n'a pas choisi Hervé Villard, effectivement, qui semble être votre artiste préféré. Moi, je n'ai rien contre Hervé Villard. Comment? Ah oui, c'était exact. Je n'avais pas fait attention à ça. Oui, non, c'est un ami, c'est pour ça que je vous... Capri, c'est fini. Voilà, Non, c'est pas ça. Alors, on va parler de votre vie maintenant, que vous racontez dans un livre qui s'appelle Hors antenne. Oui, c'est un livre qui date un peu, mais parce que je vais avoir un nouveau livre cet automne. Même titre que les mémoires de Michel Drucker, d'ailleurs. Ah bon? Oui, vous êtes autopiqué. Il a copié sur moi. Évidemment. Il a copié tout son style sur vous. Votre premier reportage, je crois que c'était de Cap d'Agde. Nelson. Voilà, Michel, Oui. je suis à côté de Chris Evert, j'espère qu'on la voit. On va la voir, on va la voir. à Bien sûr, l'image. on la voit. Oui, on la voit. Allons-y. Chris, a wonderful performance of yours today, really a wonderful game, une magnifique partie, une magnifique victoire, Chris.
Oui, alors là, vous pouvez vous laisser Oui, aller à oui, votre, oui, oui, à oui. votre Vous avez appris à tirer, personnalité. vous commentiez les boules. Au Cap d'Agde, le Cap d'Agde, comme vous le savez probablement, les uns et les autres, est une station naturiste. Hein. Ouais, bon. Donc, sauf que là, c'était le mois de décembre, donc évidemment, bon, mais effectivement, je me souviens toujours de la réceptionniste à l'hôtel Ève, qui ne Ah oui, s'invente l'hôtel pas, Ève. qui était donc au mois de décembre, comment dire, j'ai pas vu ce qu'elle portait en dessous parce qu'il y avait le comptoir, mais en tout cas, elle était seins nus. Je me dis, mais je rentre vraiment dans un monde de fous, quoi. Je suis ici au Cap d'Agde au mois de décembre, il faisait 0 degré dehors. Ça, c'est pas une plaisanterie. Alors après, c'était pour un tournoi féminin de tennis avec des joueuses qui, je pense, vous diront plus que les joueuses de tennis actuelles. Si je vous parle de Chris Evert, de Martina Navratilova, de Steffi Graf, d'Arantxa Sanchez, ça sont des noms J'ai qui des fiches sur Martina Navratilova. oui, qui a été un petit peu mon à son corps défendant sans doute, mais mon porte-bonheur dans la profession. Oui, votre porte-bonheur. Ouais. Mais alors, donc au Cap d'Agde, est-ce que c'était déjà l'époque où dans les naturistes, souvent c'est soit des enfants de 6 ans, soit des vieux de 77 ans avec la queue qui traîne par terre? J'ai pas compris la question. Au Cap d'Agde, les naturistes sont Oui. souvent soit des enfants de 7 ans. Non, mais là, écoutez, là c'est bon, c'était un 15 décembre. Ah, Bon, c'est je un- peux oui, pas non, vous oui, dire, non, oui, non, j'étais oui, pas sur aucun, les oui, plages j'étais un pas. 15 décembre avec des naturistes. Mais enfin, je crois savoir, ne fréquentant pas ce genre d'endroit, mais je crois, j'ai un truc amusant à vous dire, par contre, vous savez qu'il y a un golf pour naturistes. Ah oui? Ouais, ça semble vous intéresser, ça. énormément. Il y a un golf pour naturistes qui n'est pas au Cap d'Agde, qui est en Gironde, du côté de Bordeaux. C'est un golf pour naturistes. Alors, je ne sais pas. Un golf god? Je ne sais pas exactement comment. Moi, j'ai jamais essayé, mais j'ai vu des photos. Enfin, bref. Alors, une première scoop de journaliste, c'est vous faites avouer à une star du tennis mondial, Martina Navratilova, Ouais. son homosexualité. Oui. On peut raconter ça, oui. Oui, ça. c'est facile. C'est un peu plus subtil que ça, mais Mais c'est vrai. Mais en elle- tout cas, elle a dû se sentir quand même très à l'aise à mon micro pour annoncer ce qui, à l'époque, était beaucoup plus difficile d'annoncer. Aujourd'hui, tout le monde peut l'annoncer. Et quand elle vous a vu, elle s'est dit les hommes jamais. Voilà, c'est exactement ça. Il est excellent. Là. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Je l'ai fait fuir et je l'ai convaincu que Enfin. son choix n'était pas un choix masculin. Alors, vous avez été très mal élevé avec le prince de Monaco. Ah bon? Vous vous souvenez de cette histoire? Alors, le prince, le père. Le père. Ben oui, parce que je lui ai adressé la parole en premier. C'est ce que vous voulez dire? Oui, c'est une Moi, honte. j'ignorais totalement, ça fait sourire tout le monde, j'ignorais tout à fait cette préséance. Effectivement, je lui ai adressé la parole en premier, d'autant plus qu'il avait la réputation de ne pas être très bavard. Donc, je ne vais pas me trouver face à lui et rien dire. Et bien, franchement, il ne m'en a pas voulu et nous avons eu une conversation, bon, c'était peut-être pas du Albert Camus, mais enfin, nous avons une conversation intéressante, voilà. Et, Le Camus, c'est assez bref. Albert Camus, les phrases sont assez courtes. oui, mais elles sont très belles. Elles sont très belles. Et c'est un écrivain et un philosophe qui accompagne ma vie. Beaucoup plus que le prince Régnier, si vous voulez. Oui, plus connu comme philosophe. Oui, comme philosophe et oui. Enfin, Alors, il y oui. en a qui ont réussi par leur beauté, il y a comme Delon, d'autres par leur humour, avec un physique compliqué comme Chevalier. Et vous avez réussi Philippe par votre Chevalier- langue. Philippe Chevalier, il a un physique agréable. J'ai réussi par ma langue, oui. Je ne sais pas, ça aussi, il doit y avoir des Alors, sous-entendus. dès qu'on- non, mais- Par les langues étrangères, c'est ça, voilà. C'est je ça. préfère que- Alors, la présidente de France 3 vous présente Lisa Minnelli. Pourquoi? Parce que vous parlez anglais. C'est Et vous exact. êtes embauché partout. Parce que de la même manière que Drucker avait été embauché au début de sa carrière parce qu'il avait une cravate et c'est le seul qui était propre sur lui dans le studio, vous êtes embauché partout car vous êtes le seul à parler anglais. Et je portais également une cravate. Ah. Cette cravate plus anglais, ça a fait la... Non, disons que c'est vrai que les langues étrangères au départ, et notamment l'anglais, m'ont beaucoup aidé, puisqu'il semble malheureusement qu'en France à l'époque, et peut-être sans doute encore aujourd'hui, ça ne soit pas la spécialité des Français que de maîtriser les langues étrangères, ce que je trouve singulièrement dommage. Donc moi, effectivement, c'est ma langue. En fait, c'est ma langue paternelle et maternelle. Et vous avez un Paternelle- accent anglais en français qui rappelle un peu un accent tout du petit 16e. peu, enfin, les imitateurs type Nicolas Canteloup, Laurent Gérard s'en emparent, mais ils exagèrent un peu le trait, mais c'est ce qu'on demande à des imitateurs. Je suis tout à côté de Gilbert Montagnier, le grand Gilbert Montagnier, the great Gilbert Montaigne. Je vais bien sûr tenter d'être très bref, très rapide. I will be quick and McDonald's.
écoutez, mon cher Cyril, vous savez que nous apprécions particulièrement votre émission où cohabitent élégance, énergie et créativité. Philippe Candeloro, toujours le mot pour rire, always the word to rigolate, Philippe. Always. Alors, mais attention, je ne peux pas vous laisser dire, on ne peut pas dire que tous nos amis coréens du Sud sont des faces de citron. They are not all faces of Pac-Man. Il faut quand même raconter votre vie terrible. Vous passez 4 ans dans une cabine téléphonique avec des poignées de 20 centimes et des listes de numéros. Ah oui, pardon, oui. j'y étais pas. Non, oui. non, Ouais, vous pensiez que vous étiez SDF. Non, j'allais Non, pas. non, Non, la cabine pas où vous avez vécu. Non, celle où Non, vous passiez c'est 20 exact. ans à aller tous les jours dans une cabine téléphonique téléphoner. Et dès que ça ne sonnait jamais, Enfin, ça ne répondait ça ne jamais. répondait jamais. Et quand ça répondait, on vous disait présentez votre candidature par écrit, on vous répondra. C'est exact. Et on ne m'a jamais répondu. ça, c'est encore une fois une autre époque, mais je dis souvent ça, notamment parce que j'enseigne dans une école de journalisme, et je dis souvent à mes étudiants de ne pas se décourager. parce que Laquelle je j'ai trouve- été C'est vrai, refusé en plein. l'Institut européen de journalisme, l'IEJ, à côté de la rue de Passy, à Paris Non, 16e. Oui, c'est pas la meilleure. La vôtre, c'est laquelle? Bon. Bah, dites-moi. Non, le CFJ, c'est le meilleur. Ah bah, c'est le meilleur, effectivement. D'ailleurs, on voit ce que ça donne. Ouais, voilà, des catastrophes. Je suis un contre. Non, mais j'ai été refusé. Non, mais pardon? J'ai été refusé. Mais non, Oui. moi je ne vous crois pas. Bon, bah écoutez, en tout cas, pour en revenir à l'époque, Il y a toujours des erreurs de casting. Oui, la preuve. c'est exact, c'est exact. La preuve, j'adore. Je ne sais plus ce que je voulais. Ah oui, La cabine, sur les la cabines cabine téléphoniques. téléphonique. Avec Simon, c'est difficile qu'on parle. Un peu. Oui, effectivement, je mettais des pièces de 20 centimes de 20 centimes de francs à l'époque. Personne ici n'a connu les francs, mais moi j'ai connu les francs. Oui, enfin, à peine. Il y a des jeunes Et filles de donc, 18 en tout ans cas, qui il disent n'y avait pas les portables, ça n'existait évidemment pas. Et donc, la peur que j'avais, c'était qu'on ne me prenne pas en ligne. Et la plupart du temps, c'était ça. Et d'ailleurs, je vais vous raconter juste une petite anecdote. Quand j'ai commencé donc, il y avait notamment quelqu'un que j'avais appelé qui ne m'avait jamais pris en ligne, qui m'avait vraiment envoyé promener. Et quand j'ai commencé à exister un peu à la télévision, il se trouve que cette personne est venue faire candidature au président. Ah, et là, vous l'avez envoyé fier. Eh bien non, justement pas. Ah oui? Justement pas. Justement pas. Vous en tirerez les conclusions que ça semble vous étonner. Mais justement pas. Non, je ne suis pas comme ça. Je trouvais que d'ailleurs que si revanche il y a, je trouvais qu'elle était plus belle par le fait de le recevoir plutôt que de l'envoyer promener. Le louche Voilà. nous a envoyé. Moiti nous a raconté la même histoire, mais par contre, il l'a envoyé chier très violemment et méchamment. De qui s'agissait-il? Il s'agissait de quelqu'un qui avait été atroce sur lui sur un tournage et qui 20 bon ans après vient le voir en tant que directeur des programmes. Ah bon, il Pour l'a se envoyé faire- promener. Il a été... Alors, à François, on parle un jour de la retransmission d'un polo le week-end suivant à Deauville. Ouais, Et on demande qui connaît le polo. ouais. Et là, vous répondez, vous êtes le seul à répondre, et vous répondez le polo, c'est du golf à cheval. C'est exact. Voilà. C'est exact. Mais vous savez plein de choses. Bah, Moi, je me souviens plus de tout ça. J'ai lu hors Mais antenne, je- mais oui, vous, ah vous oui, l'avez très bien. peut-être pas lu encore. Non, je ne l'ai pas lu, mais au moins je l'ai écrit. Non, parce que vous savez, j'imagine que vous en avez rencontré plus d'un, cher Simon. Des auteurs, notamment dans le milieu que j'exerce, ne sont pas toujours les auteurs de leurs livres. Mais je juge toujours les livres avant de les lire de peur d'être influencé. Très bien, très bien. Donc, vous l'avez Donc, écrit oui, C'est ça pour ça semble que vous vous en surprendre. souvenez Ça pas. semble vous surprendre. Je l'ai écrit il y a 25 ans, n'est-ce pas? Mais j'ai une production littéraire plus récente. Ah oui, ça, on va en parler. Ouais, ouais. Et alors, vous parlez de votre rencontre avec Yannick Noah. C'est parce Oui. que, et vous racontez une chose assez extraordinaire, parce que moi, quand j'ai l'image d'Yannick Noah, on imagine une sorte de baba cool avec des rastas, et entre deux joints, enfin, on imagine une sorte de... Et vous redites que c'était au contraire un patron strict et dur à cuire. Oui, c'est une image que j'ai de lui. C'est pas le fêtard invétéré. Et puis je vais vous raconter une deuxième anecdote qui va sûrement intéresser les jeunes femmes qui sont dans la salle. Il est évident que c'était un garçon qui, à l'époque, que ce soit comme tennisman ou comme chanteur, pouvait avoir toutes les filles autour de lui. Eh bien, pas du tout. C'était un garçon qui a toujours été très fidèle. Alors, il a changé, mais il ne changeait pas en cours de liaison. Et quand la liaison s'achevait, bon, c'est autre chose. Et donc, ça, non seulement je le tiens de source sûre, mais je l'ai vu. C'est un garçon qui était très fidèle, que ce soit en amitié ou en amour. Donc, c'est pas du tout le fêtard que l'on imagine. Du bonheur, il n'avait que les dents. Très joli aussi. Bon, C'est vrai qu'il non, avait mais les vous- dents du bonheur. c'est Oui, vrai. oui, il avait des... un gros- Bah, il les a toujours. C'est oui, Je l'ai vu la semaine C'est dernière. un peu bête de dire il avait les dents du bonheur. C'est enfin, exact, oui. absolument.
Non, mais vous dites capitaine d'équipe de France de Coupe Davis, il avait un respect des horaires, un respect des programmes d'entraînement, une préparation physique, une adhésion à un système d'équipe. C'était un vrai chef. C'est exact, absolument. Je confirme. Il avait également un respect, en tout cas, je ne sais pas pour tous les journalistes, mais en tout cas pour moi, ça se passait toujours très très bien et je ne garde que des bons souvenirs de Noah. Vous racontez une anecdote pour gérer son stress. C'est en 92 au British Open de golf. Et il y a Nick Faldo qui arrive au départ du dernier trou avec un tout petit point d'avance. Exact. Et ça, c'est une très belle histoire. Ça, alors, mieux vaut que vous la racontiez vous, parce que je sens que je vais la foirer. Oui, non, en fait, c'est-à-dire qu'il avait comme caddie déjà une femme, ce qui n'est pas si courant au golf, là, parce qu'il faut soulever déjà un sac de 40 kilos. Hein, bon. Donc, il avait comme caddie une femme, et effectivement, il arrive au dernier trou. Là, nous parlons d'un tournoi le plus important du monde. En plus, c'est un Britannique en Grande-Bretagne. Donc, il a un coup d'avance sur l'Américain. Alors, je me souviens très bien, en plus de l'Américain Paul Heisinger, et bref. Et il reste un trou à jouer qui n'est pas le trou le plus facile. Et bon, là, le stress existe, hein, parce que vraiment, parce que c'est un tournoi pour la vie. Hein, et puis, on le voit parler avec son caddie, enfin son caddie féminin. Et à la fin, il lui a donné des conseils sur le club, le vent, je ne sais pas. Et à la fin, les journalistes lui ont demandé, mais de quoi parlez-vous? Parce qu'il parlait vraiment beaucoup sur le 18e trou. Là, tout le monde les voyait, la télévision dans le monde entier, etc. Et il disait, ben voilà, nous parlions de la maison que je m'apprête à faire construire à Marbella, sur l'orientation du soleil, etc., etc. Et donc, pas du tout et je trouve cette histoire extraordinaire parce qu'il sort complètement de la pression du... Oui, je vois que ça vous... Il sort complètement de la pression du tournoi et du coup, il gagne le tournoi. Et j'aime cette histoire parce que cette histoire m'a accompagné et continue à m'accompagner encore aujourd'hui. Le pire n'est pas toujours sûr. Le stress, enfin, on peut pas, quelquefois on ne peut pas le contrôler. Mais je veux dire, voilà, la légèreté est un mot que j'adore dans la langue française. La légèreté est une affaire sérieuse. Absolument. Qui moi, dit ça? Mais vous pouvez me citer, ça me fera des droits d'auteur. Mais non, mais par exemple, c'est d'ailleurs drôle parce que quelqu'un m'a raconté récemment qu'il était avec François Mitterrand juste avant le débat de 81. De quoi a parlé Mitterrand 2 minutes avant le débat? Il a dit, qu'est-ce que vous pensez des fesses de Brigitte Bardot? Non, ça je vous crois vous pas. Comprenez? C'est Simon, c'est comment? C'est Serge Moati qui oui, raconté ça? Et confirmé par Jacques Attali. Bah écoutez, là j'ai un peu plus de... Enfin, écoutez, je vous crois. Alors il y a une histoire par contre complètement surréaliste, c'est Jean Borotra. Ah oui. Alors ça c'est totalement délirant. Oui, ça c'est drôle ça. Moi j'y comprends. Je vais essayer de la résumer, mais j'y ai pas compris grand chose. Alors il vous soutient qu'il y a encore un double à jouer. Alors qu'en fait, le double est déjà gagné. C'est exact. Il a gagné tout le tournoi. Voilà. Et lui, il vous dit, je n'ai rien gagné. en fait, si vous voulez, c'était la fameuse Coupe Davis où Noah, d'ailleurs, était capitaine. La France n'avait pas gagné la Coupe Davis depuis, je ne sais pas, 50 ans. Quelque chose. Et donc, le score est de 1 partout après le premier jour, vendredi soir. Le samedi après-midi, dans une effervescence de folie, la France gagne le double, donc mène 2-1. Et il y a encore le dimanche derrière. Et donc, il faut dire que Jean Borotra avait cet âge-là, 90 ans. C'était un des mousquetaires du tennis français, peut-être même plus. Donc, on entendait difficilement et entendait encore moins avec 15 000 personnes qui hurlent. Et donc, je vais vers lui et je dis, Jean, c'est formidable, la France vient de gagner le double. On va peut-être gagner la Coupe Davis. Il me dit, oui, mais il faut d'abord gagner le double. Et le match était terminé. Je peux vous dire. Vous l'avez fait avec la voix de Las Palais. Il faut gagner le double. Oui, genre, voilà, c'est 2-1 pour la France, le double est. Oui, mais il faut encore gagner le double. J'ai écouté, on ne s'entend pas, parce que vous savez, attention, c'est très difficile de mettre votre interlocuteur en difficulté. Il ne faut pas le mettre en difficulté. Donc, j'ai dû un peu, rétro-pédaler, comme dit l'expression, et dire que, écoutez, on ne s'entend pas, ce qui était vrai. Et en plus, lui était un peu dur d'oreille. Mais écoutez, il était né au 19e siècle. Ah oui, il était né en 1897. Vous vous rendez compte? Il jouait encore Moi, je pensais qu'il jouait était plus trop, mais enfin, il s'intéressait encore au tennis. Sous LSD, le sens du devoir. Bravo. Non, mais c'était le vainqueur de la dernière Coupe Davis qui avait gagné la France il y a 50 ans. C'est pour ça. En 99, vous animez Jeux sans frontières. Oui. Et vous êtes assez gêné parce que vous voyez que les animateurs, la plupart des animateurs télé sont des battleurs, des Vincent Lagaffe, des beaufs complets. Et que vous vous dites, qu'est-ce que je vais faire dans cette... Oui, non, mais je l'ai invité pour l'appeler à l'émission. Il m'a dit qu'il voulait de l'argent. Donc, c'est vrai? Oui. Ça ne m'étonne qu'à... Enfin bon, bref. Allons-y. Les vieilles putes qui commencent à déblatérer. Bref, non, mais est-ce que vous vous êtes pas dit finalement que le beaufisme était un des summums du snobisme?
C'est drôle parce que, au-delà de la question qui est pleine d'humour, il y a un certain fond dans cette question. Oui, non, mais en plus- Alors, effectivement, je ne correspondais pas vraiment au casting de Jeux sans frontières, ni même d'Interville que j'ai animé Bien par sûr, la j'ai suite. Alors, il faut croire que je ne correspondais pas du tout au casting parce que et Jeux sans frontières et Interville se sont arrêtés pour de bon l'année qui a suivi mon animation. Donc, ils ne se sont pas remis de cette animation. Non, mais ça, c'est vrai. Ah oui. Alors, il y a peut-être d'autres raisons, mais le fait est que. D'ailleurs, vous constatez. Vous avez été à Interville n'a pas- après texte? Comment? Après texte? Enfin, pas après texte. Non, moi, on ne m'avait Pas pas dit après que. texte, mais après texte. Je ne comprends pas. la C'était question. après le texte qui. Texte Ah, Tex, l'animateur Oui, Tex. oui, vous Ah, n'étiez pas sur un Après texte. Tex, oulala. J'étais pas où là, non, mais. Après Tex. C'est Alors, un non, ami. c'était Tex. Oui, bah oui, ça devait être après Tex, puisqu'il n'y a Oui, pas eu d'émission ah, depuis. Alors, le 1er août 96, et c'est terrible, on vous demande de courir derrière l'homme qui court le plus vite au monde. C'est exact. Michael Johnson. Alors, C'est l'histoire est exact. géniale. Oui, la traduction, ouais, il vient avec son record du monde du 200 mètres et il est complètement dans un état second. Et moi aussi, et je l'interroge en français, je fais la traduction en anglais. Enfin, le contraire, en l'occurrence, en anglais, je fais la traduction en français. C'est vrai que c'était un petit peu long et du coup, il s'enfuit. Il dit rattrapez-le. J'ai rattrapé le recordman du monde du 200 mètres. C'était au-dessus de mes forces et je ne l'ai jamais rattrapé. Alors, il faut parler des sujets qui fâchent, Hum. parce que même si nous sommes une interview de tirage de pompe, quand même. Pour l'instant, j'ai pas l'impression que ce soit une. Oh, bah si. tirage de fond, c'est pas grave, bref. En 2012, vous avez été critiqué, parce que, alors, pourtant, c'est une belle séquence. Vous aviez interviewé Ophélie et Cyril Etienne, qui avait gagné son 4x200 mètres. Et Ouais. vous lui posez une question sur la mort de sa mère. Ça a été très mal Non, pris. c'est pas exactement ça. C'est Ouais. même pas du tout ça. Là, Ouais, pour être voilà, sérieux voilà. une seconde, il Je- se je- trouve que c'est une jeune nageuse de l'équipe de France qui, je crois qu'ils ont terminé deuxième ou troisième Ah oui. du relais, enfin médaille sur le podium. Et effectivement, elle venait de perdre sa maman. Comment l'aurais-je su si ça n'avait pas été annoncé dans la presse et notamment par elle Hum. Et notamment par elle. Et enfin, vous commencez à me connaître un petit peu. Je vais pas exploiter le malheur des uns. Certainement pas. Ça serait très mal me connaître. Et je dis simplement une question, au contraire, pleine de compassion. Je dis, je pense qu'il y a une personne qui serait très, très fière de vous ce soir. C'est celle qui veille sur vous. Voilà, c'était ça la C'est une question. très belle question. Je pense que c'est une belle question. Et elle d'ailleurs, Oui, l'a oui, plutôt bien sûr. bien pris. Mais vous savez, aujourd'hui, les réseaux sociaux, que j'appelle volontiers les fléaux sociaux, j'aime bien les fléaux sociaux, sont là pour déformer et en général empirer. Mais- Jamais pour embellir. Et donc, voilà, j'ai eu effectivement un déferlement qui a duré 24 Vous heures. allez à mais- l'avance de mes fiches, enfin, Ah, vous pardon. précédez Pardon, mes fiches, pardon. puisque j'allais écrire les réseaux, enfin votre blague Pardon. sur les réseaux sociaux, je l'avais Pas noté. blague, non, c'est pas une blague, Mais- c'est la non, mais vérité. votre jeu de mots, ou on ouais. peut dire les réseaux asociaux également. Oui. Mais non, vous dites que ça a détruit les rapports humains, que les sportifs d'un coup ont eu les moindres faits et gestes qui ont été traqués, Oui. qui ont eu peur de leur image, ils Oui. ont su que la moindre petite phrase peut être sortie, Oui. et ça a détruit finalement toute spontanéité. Oui, c'est Et exact. ça a déformé, moi j'en ai été victime, vous aussi, ça a déformé finalement tout dialogue, tout humour, tout second degré, parce que le second degré pas du premier degré, quelque chose de touchant, déformé peut paraître pour du vulgaire, enfin ça a tout détruit. Mais je confirme ça. Aujourd'hui, l'expression on ne peut plus rien dire est hélas vrai. Hélas vrai. D'ailleurs, ça nous est arrivé il y a encore pas plus loin que la semaine dernière au stade Roland-Garros pour le tournoi de tennis. Je ne sais plus, il y avait qui est-ce qui jouait? Un japonais. Bon, il n'était pas très en forme. Le commentateur dit il est aux japonais absent. Bon, abonné absent, japonais absent. C'est Philippe Chevalier qui avait écrit c'est la peut-être vanne. Comment? C'est Philippe Chevalier qui avait écrit la vanne. Il aurait pu. Oui, oui, Bah, c'était- je ne c'était de son je ne niveau. vois pas ce qu'il y a d'insultant dans cette remarque totalement anodine. Et du coup, on nous est tombé dessus, etc. Mais il y a plein d'autres exemples. Mais exemples. surtout quand vous commentez le patinage artistique, c'était assez drôle parce que vous étiez avec Candeloro, alors vous disiez il y a des candelerettes, il disait si je suis un anaconda, je viendrai l'embêter, que je suis comme un castor, j'ai bâti ma carrière sur ma queue. Enfin, Bon, alors Philippe, disons que peut-être le recevrez-vous ici. Philippe et moi avons comment une personnalité un petit peu différente. ce qui est drôle. C'est ce qui fait, voilà. Vous vous souvenez de la série Amical, le générique là, bien sûr. Voilà, donc bah, voilà, c'est un petit peu ça. Et puis bon, on fait un petit peu un show. Vous savez, le sport à la télévision, c'est aussi pour apporter un certain bonheur aux téléspectateurs. Il y a suffisamment, hélas, d'événements tragiques pratiquement tous les jours
pour ne pas voilà, que le sport soit une forme d'évasion. En tout cas, c'est ma conception. Mais Philippe, aujourd'hui, s'auto-censure lui-même. Et C'est du terrible, coup, ça. oui, parce que cette spontanéité dont vous parliez très justement n'existe plus, ou en tout cas existe beaucoup Pire que moins. la censure, on dit toujours avec Chevalier, c'est l'autocensure. Je suis qui est d'accord. terrible. Je suis d'accord. Et Ouais. d'ailleurs, peut-être que certains humoristes ont même perdu leur place dans des médias pour avoir. Mais oui, il y en a. Ouais, Pour avoir fait des jeux de mots peut-être maladroits. Mais qu'est-ce que ça veut Il dire? y en a Je veux un dire- qui est venu dîner hier. Ah bon, bah voilà. Depuis, il joue aux jeux vidéo. Non, mais vous dites ça en souriant, mais Non, c'est pas la du vérité. Je ne sais pas de qui il s'agit, mais. Je parle de texte. Ah bah voilà. Ouais, ok. Bah, je me souviens plus. Franchement, texte, je ne me souviens même plus de ce qu'il a dit. Bon, enfin, je sais pas. Je sais plus ce qu'il Il a avait dit. fait une vanne qui avait fait Ruquier 2 jours avant. Ah bon? Oui. Bah alors. C'est ça, c'est absurde. Mais même alors, en 2020, on vous a accusé d'être trop bruyant à Roland Garros. I'm singing in the rain. Oh non, just non, singing non, in the non, on a une accusation. Excusez-moi, monsieur. Nous avons sur le cours numéro 7 où John Isner malmène sérieusement le français Ben Chetrit. Merci. Monsieur le journaliste, s'il vous plaît. Je suis ici sur cette magnifique terrasse. Nelson, s'il vous plaît. Le village un petit peu comme la météo sur Merci, Roland monsieur. Garros, des hauts et des bas. Mais S'il vous plaît. Nelson, s'il vous plaît. L'année dernière, enfin 2020, enfin quand l'année dernière, en l'occurrence, c'était à l'automne 2020, Ouais, parce que le tournoi l'automne 2020. il y a 6 mois. Non, ce qui s'était passé, c'est qu'effectivement, on me donne la parole pour je ne sais plus quel type d'intervention, et j'avais oublié que le tournoi était à huis clos. À huis clos total. Cette année, c'était à semi-huis clos, mais là, l'année dernière, c'était à huis clos. 0 spectateur. Donc forcément, quand on... Ah oui, si, je me souviens. Il pleuvait. Et donc, je me mets à entonner Singing in the Rain, chanson que vous connaissez tous. Et I'm singing in the rain. Et là, un peu plus fort que ça. Et là, effectivement, les joueurs qui étaient juste à côté. Seulement, s'il y a 10 000 personnes, personne n'entend. Je veux dire, voilà. Mais là, effectivement, oui, vous avez raison. Je ne me souviens plus de ça, mais c'est exact. On est resté encore 10 minutes pour parler de chansons françaises, parce que nous partageons cette passion. Ah, c'est bien. Et vous avez écrit un livre sublime sur Trenet qui a inventé, je trouve, toute la chanson française est sortie de la cuisse de Trenet. Ça, la fantaisie, la poésie, l'humour. Oui, effectivement, la cuisse, enfin, je n'avais jamais entendu ça, mais voilà. Et sorti de son piano. Oui, enfin, non, non, pas de jeu de mots, ça là, ce n'était pas une traînée. Non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais d'ailleurs, lui était un formidable amateur de jeux de mots. Ah bah, formidable. Ah, vous le connaissez? Je vous en raconterai. J'en ai deux. Alors, dites le Ils vôtre. sont peut-être les deux mêmes. Alors, dites le vôtre, c'était quoi? Par exemple, il était de Narbonne, comme vous le savez. Et à l'époque, le maire de Narbonne, bon, c'est vraiment le citoyen le plus connu de Narbonne. Il a réussi à mettre Narbonne, non seulement sur la carte de France, mais presque sur la carte du monde. Je veux dire, voilà. Et le maire de Narbonne, à l'époque, était masseur-kinésithérapeute. Masseur, donc. Et il trouvait qu'il n'en faisait pas assez pour lui. Voilà, il est à la fois mon maire et ma sœur. Voilà, ça j'aime bien, oui, ce genre de... Voilà. Et puis il y en a d'autres sur sa maison. Il y en a un très drôle qui est « Je t'attendrai à la porte du garage, tu paraîtras ». Non, mais ça c'est pas... Et c'est un jeu de mots. Non, mais... Je tâte André. Non, mais c'est pas vrai. Ah, non, c'est pas vrai. Tout le monde m'a dit que c'était vrai. Non, ben, ils se sont trompés. Ah oui. Alors, moi, je peux vous dire, parce que pour écrire ce livre, vrai, je suis désolé de vous contredire. Oui, pour écrire ce livre, je suis allé vers ceux qui l'ont vraiment bien connu, à savoir El Hassidi, son chauffeur, qui a été pendant 30 ans à ses côtés. Christian Lebon, qui est un peu l'un de ses héritiers spirituels, sans parler de Napoléon, celui qu'on appelle Napoléon, qui a été Jacques Pessis, non, pas Jacques Pessis, Pierre-Jean Chalençon, qui était vraiment à ses côtés pendant 20 ou 30 ans. Ils m'ont tous dit que, vous savez, quelquefois, on essaye d'attribuer, même Molière a souffert de ça, on essaye d'attribuer à des auteurs des pensées qu'ils n'ont pas eues en écrivant. Et ça, c'est... voilà, je t'attendrai à la porte du Grand Rage, n'a rien à voir avec je t'attendrai. Et alors, est-ce que c'est vrai que le jardin extraordinaire, c'est le jardin des Tuileries? Ou encore une légende? Je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que c'est l'une de ses plus belles chansons dont je parle pas mal dans mon livre et qui est dans mon spectacle, parce que j'ai également un spectacle. Alors ça, on va en parler. Mais alors, ce qui est assez incroyable de Trenet, c'est qu'il a eu une période, on peut dire, de traversée du désert. Oui. Assez longue. Oui. Et finalement, c'est grâce à François Mitterrand qu'il est revenu. Et là, un petit peu avant. Mais il est revenu comme une sorte une drôle de Librirus sur scène. Il était assez étonnant, quoi. Mais il avait 80 ans déjà, quand il est revenu. Mais c'est vrai qu'il a eu une période. Oui, c'était un épicurien, un gourmet, un gourmand, et il appréciait les grands vins.
Voilà. Effectivement, il avait table ouverte au Fouquet's tous les jours. Il était une ponctualité formulée, il fallait arriver à 13h, mais parfois on arrivait à 13h et on quittait à minuit. Oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'il enchaînait deux repas, il ne faisait pas de diète. Il hein. était assez nature. Oui, absolument. Pierre absolument. Jean Chalençon m'avait raconté une anecdote, il m'a dit souvent traîner roté à table, ça voulait dire qu'il était content. Ah bon, bah, il paraît que dans certains pays, c'est une marque. Voilà. Voilà, c'est ce que j'ai entendu dire. C'est un citoyen du monde. Voilà. Mais, mais alors, ce qui est quand Non, même. mais c'est quand même surtout un immense artiste. Bah, bien Je veux sûr. dire, il a écrit 1100 chansons. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 1100 chansons. Je veux dire, c'est quand même. Et bon, alors, toutes ne sont pas des chefs-d'œuvre absolus. Mais enfin, dans ces 1100 chansons, j'en parle dans mon livre, il y en a quand même 150 à 200 qui sont des chansons vraiment très connues et qui sont devenues des classiques. Et puis sur ces 150 à 200, il y en a une cinquantaine qui sont devenues, alors là, vraiment des tubes mondiaux. Et entre 3 et 5 qui sont alors là des tubes qui dureront, je pense, toute une chanson comme La Mer durera, je pense, toute. Qu'il avait reprise pour la campagne de Jack Lang. C'est exact. Il avait fait Le Maire de Blois. C'est exactement. Et il paraît que vous savez chanter Douce France dans 5 langues. Peut-être. Alors, est-ce que vous pouvez nous le faire juste le tout début? Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Happy France. Attendez, what a wonderful country of my youth, and I kept you in my heart. Voilà. Moi, je vais arrêter là. C'était ça les 5 langues? Non, mais la conozco en espagnol también, mais enfin bon, on va pas. Il faut quand même dire que Faudrait que j'ai la partition Trenet, sous les il y a yeux. des histoires extraordinaires et incroyables parce qu'il est allé en prison en 63. Il a fait 1 mois de Ça, prison. c'est un peu moins drôle, mais bon, on connaît aussi ses penchants. Oui, mais c'est absurde. Aujourd'hui, ça passerait très très bien. À l'époque, c'était autre chose. Ouais. Pour relation avec mineurs de moins de 21 ans. Oui, alors ça, encore faut-il le prouver, parce que lui a toujours dit que c'était absolument pas vrai. Et d'ailleurs, Charles a également connu des femmes. Je dis ça parce que, bon, j'ai vraiment enquêté alors, sur le débat personnage. là-dessus. Et je n'aime pas, comment dire, je n'aime pas crier avec les loups. Je déteste ça. Donc, c'est pas moi qui vais rentrer là-dedans. D'ailleurs, dans mon spectacle, j'élude cela. En revanche, là où je parle, parce que ça me paraît plus sérieux, c'est son rôle comme celui de beaucoup d'artistes lors de la Deuxième Guerre mondiale. Ah, ça, je voulais où en là, parler. effectivement, il y a des zones d'ombre, mais j'en parle, je pense, de la façon la plus objective possible. Alors, oui, les ombres. Il y a également, pardonnez-moi Simon, mais il y a également beaucoup de zones d'ombre dans ce qu'on a appelé la libération et surtout l'épuration, où écoutez quand même bien, ceux qui en mai 1944, sur l'esplanade de l'Hôtel de Ville, acclamaient le maréchal Pétain et qui, en août 1944, c'est-à-dire 3 mois après, acclamaient le général de Gaulle. C'était les mêmes. Qu'on ne me dise pas que la France entière était résistante, ce n'est pas vrai. Donc, ce n'est simplement pas vrai. Tous les historiens sont d'accord avec ça. Alors, entre ne pas être résistant et dénoncer les Juifs, ça c'est encore autre chose, évidemment. Mais Charles Trenet, de même que Arletty, de même que Maurice Chevalier, de même que peut-être n'étaient pas des résistants exemplaires, mais n'étaient pas non plus des collaborateurs. Je n'aime pas qu'on dise ça parce que c'est tout simplement faux. Oui, il faut rappeler quand même à cette époque où, par exemple, Sartre donnait des pièces, donnait huis clos devant les Allemands avec au premier rang Brasillac et Rebatté, alors que Trenet était passé une fois sur Radio Paris. Je suis très heureux de vous et entendre. passé devant le comité d'épuration, on ne lui a rien reproché. Rien. Et même pendant la Seconde Guerre mondiale, l'action française l'accusait d'être juif. Et oui, parce que Trenet est un anagramme de Netter, Voilà. N-E-2-T-E-R, Trenet, et Netter est un nom apparemment à consonance israélite. Et il a dû prouver que, enfin bon, là l'émission quitte un peu sa légèreté, mais je veux dire, il a dû prouver, document à l'appui, que Trenet était un nom français qui remontait quasiment au XVIIe siècle. Vous faites un spectacle où vous parlez donc de Brassens, vous avez écrit un livre sur Brassens, ça voilà quelqu'un que j'aime énormément. Sur Ferrat. Et moi j'avais une anecdote qu'on m'avait racontée très belle que Barbelivien, donc je suis très ami, m'avait raconté sur Brassens, c'est qu'il chantait des vieux tubes avec Johnny. Et il demandait à Johnny, chante des chansons que tu connais par cœur, le chanteur. Et Johnny n'a chanté que du Brassens. Ouais. Il chantait Garogori. Garogori. Et il avait dit,
Brassens, c'est comme la grammaire, ça ne s'oublie jamais. C'est exact. Et vous savez, aujourd'hui, et je pense que vous en êtes témoin, Simon, avec toutes les grandes personnalités que vous recevez, on dit parfois que l'œuvre est différente de l'artiste, qu'il y a souvent une différence entre la personnalité de l'artiste et l'œuvre. Et j'en connais, croyez-moi, j'en connais beaucoup, et pas toujours à leur avantage. Mais chez Georges, c'était un bloc de générosité. C'est-à-dire que l'œuvre et l'artiste forment un bloc de générosité. Et pour moi, c'est tout simplement l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand chanteur. Et c'est plus qu'un chanteur, c'est chanteur, poète, musicien, tout de la seconde partie du XXe siècle. Écoutez, Nelson Montfort, mille merci d'être venu ce soir parmi nous, parmi les clochards célestes. Merci beaucoup à vous tous. Salut et fraternité. Bravo. Pour ça, un peu d'imagination.